J'espère que vous allez bien. Oui, cette émission est présentée aujourd'hui par moi et pas par Jean sur le générique. On changera ça pour la suivante. On est parti pour 1 heure de discussion. C'est un vrai grand plaisir d'être présent ici pour une nouvelle émission de questions aux sénateurs. Une émission réalisée par Acropolis et Public Sénat. Et le principe, c'est très simple. On va discuter tranquillement pendant 1 heure avec vous. Joël Labbé, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Vous êtes bien installé? On est bien. C'est bien. Pour le moment, c'est cool. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est confortable. C'est plus confortable qu'au Sénat. Oh, le Sénat est quand même pas mal en termes de. C'est pas si confortable que ça en allait. C'est vrai. Ouais. Donc ici, c'est très bien confortable. Bah, écoutez, on va avoir 1 heure de discussion. On va évoquer plein de sujets. Il y a le chat que vous voyez juste ici, qui va être là aussi, qui va s'afficher devant vous. L'idée, c'est de prendre un maximum de vos questions, des gens qui regardent en ce moment ce live, qu'on puisse les poser. Moi, j'ai des questions aussi sur cet iPad, soit que vous m'avez envoyé avant, soit qui vont apparaître au fur et à mesure sur le chat, si jamais je les vois pas passer. Et donc, pendant 1 heure, en fait, c'est très simple. Vous voyez le chat sous vos yeux. On va reprendre les questions. Je vais essayer de vous les poser. Okay. Il y a plein de questions sur plein de sujets qui sont revenus depuis hier. On a annoncé que vous étiez un sénateur écologiste et donc l'environnement, c'est forcément une question qui intéresse beaucoup de gens. Et donc voilà, on va essayer de poser un peu toutes ces questions-là. Peut-être d'abord pour vous présenter en quelques mots avant de rentrer dans le cœur du sujet. Donc vous appelez Joël Labbé, vous êtes sénateur. Vous me dites à chaque fois, si jamais je me trompe sur la présentation. Oui, ok. Mais a priori, ça devrait aller. Vous êtes sénateur depuis 2011, sénateur du Morbihan. Jusqu'ici, ça va. Et vous avez 66 ans aujourd'hui. Vous avez, sur votre parcours, vous n'avez pas commencé directement en faisant de la politique, mais j'ai lu que vous avez abandonné vos études à l'âge de 20 ans. C'est pas forcément peut-être le plus important par rapport à l'émission d'aujourd'hui, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont souvent cet âge ou un petit peu moins, un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est passé? Parce qu'il y a un souci professionnel et d'argent à ce moment-là. Ouais. C'était l'époque des années 70, une époque où on avait la chance d'avoir une certaine insouciance. On trouvait du boulot, on avait plein de perspectives d'avenir. Voilà. Et moi, j'étais, on va dire, un peu rock'n'roll à cette époque-là. J'étais étudiant en anglais. Voilà. Et puis, avec ma copine, on n'avait pas 20 ans qu'on a fait un bébé. Ok. Voilà, on ne s'est pas posé la question, on a un bébé, on va le garder, on est tout content d'avoir un bébé. J'ai dû arrêter mes études, j'ai fait divers boulots. Pour la famille et pour pouvoir payer. Oui. Alors au grand désespoir de mes parents, parce que mes études, je les avais plantées. Ouais. Voilà, et puis j'ai continué mon chemin de vie pour apprendre à avoir un deuxième enfant. On est allé jusqu'à 5 enfants, c'était aussi un choix, un choix de famille, et maintenant j'ai 9 petits-enfants. Comment vous êtes retrouvé du coup sénateur? Oui, j'avais ça, c'était pas prévu au programme, mais j'ai jamais eu prévu à l'origine. Non, j'ai jamais eu de projet de carrière. Ouais. J'ai fonctionné au feeling et avec la force de mes convictions. La politique, j'ai voté pour la première fois en 1974 et j'ai découvert par hasard à la télé. 74, vous aviez quel âge? Vous aviez la vingtaine, un peu plus de la vingtaine, c'est ça? Oui, j'avais 22. D'accord. Et la majorité était à 21 ans à cette époque. D'accord. Et par hasard, sur une télé noire et blanc, je le vois encore, un candidat qui s'appelle René Dumont, premier candidat écologiste pour des élections présidentielles, avec son verre d'eau, et qui dit on continue comme ça et on est foutu. Et moi, j'écoute, alors son propos m'interpelle, je l'écoute et j'y trouve un grand intérêt. Et ça a été le premier déclic pour me dire, mais on marche ou on va marcher sur la tête. Parce qu'à ce moment-là, c'était le seul à parler d'écologie, d'environnement. Ils étaient rares, 70, mais dans le monde politique, c'était le seul et le premier. D'accord. Et j'avais trouvé son discours intéressant. Et puis, dans ma commune, donc je me suis fixé dans cette commune, on avait les enfants à l'école, tout ça. Je jouais au football, les assos. Et puis, j'avais 25 ans quand on vient me demander d'être candidat aux élections municipales. C'est du tôt, 25 ans. Ouais. Enfin, mais comme conseiller municipal. Mais alors, il se trouve que c'était au panachage. Comme j'étais connu de tout le monde, j'étais le mieux élu de tous les candidats. Et je me suis retrouvé adjoint au maire à cette époque-là. Je suis resté adjoint pendant 3 mandats. Et il y a eu 1995. Alors, avant 1995, il y a eu 1992. Alors, j'étais adjoint.
écolos de plus en plus mobilisés, motivés. Et au fil du temps, avec l'équipe dans laquelle je me retrouvais, ça n'allait plus bien du tout parce que je n'arrivais pas suffisamment à m'exprimer. Et comment vous regardez C'est une question que je me pose parce que nous, on a grandi en ayant, moi je sais qu'à l'école, quand j'étais au lycée il y a pas si longtemps, même au collège, on parlait d'environnement, on parlait d'écologie, c'était déjà développement durable, c'est plein de termes qui étaient très présents. Mais à cette époque-là, comment est-ce qu'on, quand on est dans un combat qui n'est pas forcément repris par tous les hommes politiques, tous ceux qui s'engagent, ou même dans la société civile, dans toute la population, est-ce que certains n'y croient pas? Est-ce que c'est une question que je me pose moi personnellement. Comment ces questions d'environnement, d'écologie, comment les gens le reçoivent à ce moment-là? Est-ce que c'est déjà quelque chose où tout le monde est conscient? Est-ce que c'est... Non, pas tout le monde. Ouais. On est même très minoritaire à être conscient. Et au fil du temps, je le devenais de plus en plus. Et je parle de 92 parce qu'il y a eu Rio 92, le premier appel des chefs d'État pour dire tirer les sonnettes d'alarme. Et c'est là où ils ont lancé l'idée de l'agenda 21 local. Ouais. Et en 92, je me dis, c'est plus possible, je ne peux plus rester dans cette municipalité. Soit j'arrête les frais et je vais travailler œuvrer dans l'associatif, ou soit je suis candidat parce que j'ai des convictions, des motivations. Je monte une liste pour 95, alors ça passe ou ça casse, et puis on est élu. Et voilà. Et du coup. Vous êtes rentré comme ça dans ce. Ouais, voilà. Okay, et là, on a voulu mettre en place, imprimer véritablement ce qu'on appelait à l'époque le développement durable, mais qui était très, très peu appliqué. On a voulu le mettre en place. Alors, j'étais aussi citoyen du monde, donc militant des citoyens du monde. Et en 1997, donc 2 ans après, on déclare notre territoire mondial par délibération de conseil municipal, 2 heures de débat. J'aurais voulu que ce soit filmé, ce débat, parce que et on s'engageait à suivre à respecter la charte des communes du monde. En fait, c'est respecter la planète, la paix, les ressources de la planète à l'époque et tout ça. On va reparler beaucoup d'environnement de toute façon, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup et c'est votre sujet de prédilection, c'est évident. Et encore une fois, il y a beaucoup de questions qui sont là que j'ai eues. Et pour ceux qui nous rejoignent, je reprends vos questions en ce moment même sur la télé qui est devant nous, où il y a le chat, donc on vous lit en direct, et aussi sur cette tablette où j'ai les questions en parallèle. Donc ça permet d'avoir tout ça. Donc sur votre parcours, on a dit, vous êtes arrivé sénateur en 2011. Et on voit sur votre site personnel, sur votre site web, vous vous considérez comme un doux rêveur. Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour le rêve en politique? Ah oui, alors la question de l'utopie. Moi, je suis un utopiste revendiqué maintenant, et l'utopie comme une nécessité. Alors le côté doux rêveur, moi j'aime bien la poésie en plus. Le rêve, on en a besoin. Alors comment faire en sorte d'être rêveur, utopiste, et de fonctionner dans tout ce... Vous ressentez un décalage par rapport aux autres sénateurs ou comment... Alors j'ose dire, je me sens à ma place. Alors au début ça n'a pas été simple parce que j'ai essuyé quelques regards très condescendants. Et pourquoi de regards Alors j'étais pas dans le moule, tous les codes je les connaissais pas bien, ma manière de parler n'était pas académique ou pas politique. Et j'ai vécu pendant pas mal de temps une forme de complexe d'infériorité où j'étais pas bien. Je me suis dit putain, qu'est-ce que je suis venu faire là-dedans. C'était pas forcément légitime parce que c'est pas en réalité. C'est juste des codes différents et les codes politiques sont très souvent critiqués. Vous allez voir dans le chat, c'est d'ailleurs sur d'autres sénateurs qu'on peut recevoir, qu'on voit sur des plateaux, c'est souvent quelque chose qui est critiqué. Ces codes très rigides, très de langue de bois, de forme. Et j'avais un challenge fort. D'abord, j'avais été élu et je me dis, on me fait confiance. Et j'avais un passé de maire et de conseiller général, de président de projet de parc naturel régional aussi. Ça a compté. Et donc, je sentais avoir cette légitimité-là. Par contre, je me suis dit, le moule de sénateur, c'est pas un moule pour moi. Donc, je ne veux pas rentrer dans le moule. Par contre, je veux quand même pouvoir fonctionner et être accepté, respecté. Et ça, je peux dire maintenant, ça, c'est fait. Et je ne suis pas dans le moule, tout en étant respectueux des autres. J'avais lu dans une interview avec le journal Le Télégramme, vous aviez dit, je dois dire qu'en vieillissant, j'aime de moins en moins les manières. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais le Sénat, est-ce que c'est pas le lieu où il y a le plus de manières, le plus de protocole? C'est l'image qu'on a quand même du Sénat, ce côté très protocolaire, formel, assez particulier, non? Il y a un décalage là-dessus qui est assez intéressant.
Oui, oui, bon, il y a un décalage, ce qui fait dire que je suis peut-être un peu décalé. Ou le Sénat est lui-même décalé d'ailleurs. On ne sait pas où est où est le décalage. Mais alors le Sénat, pour être dedans, en fait, donc oui, il y a l'image, il y a tout ça. Maintenant, il y a plein d'intérêts au Sénat, j'ose le dire. Le travail sur le fond, même si on n'est pas d'accord. On travaille véritablement sur le fond. On a les moyens de travailler sur le fond. Moi, je pourrais vous en parler tout à l'heure, peut-être, s'il y a des questions. La question des missions d'information, missions pluripolitiques. Moi, dans ce travail, je me régale. Vous pouvez en parler peut-être en 2 mots pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en quoi ça consiste et comment ça... Oui, en fait, oui, parce que c'est de l'importance. Je débarque au Sénat 2011, je me dis, je vais faire quoi là-dedans? Alors, la première fois, je monte à la tribune, j'ose citer Bob Dylan. Alors, je deviens sénateur rock'n'roll. Alors, à la fin, ça en rajoutait trop et je me suis dit, il faut que je m'éloigne un peu de tout ça parce que je vais être un peu l'amuseur de service ou le rock'n'roll de service, c'était pas le but. Donc, je me suis mis à travailler mes sujets et à vouloir faire avancer les choses. J'intègre une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et sur l'environnement. En tant qu'écolo, ça me parlait. Je rentre là-dedans, je vois comment ça fonctionne. 7 mois de travail, on auditionne tous les acteurs, les producteurs de pesticides, les paysans qui les utilisent, ceux qui ne les utilisent pas, ceux qui en sont malades, des scientifiques, des médecins, généticiens, tout ça. On apprend plein de choses et je suis conforté dans mes idées d'écolo de dire les pesticides, il va falloir qu'on s'en sorte un jour ou l'autre et le plus rapidement possible. Et c'est là, suite à cette mission, je me dis il faut faire dans le concret. Donc j'annonce que je vais faire une proposition de loi visant à interdire les pesticides sur l'ensemble des espaces publics des communes et des villes. Je pouvais en parler parce que je l'avais appliqué sur ma commune dans le cadre de l'agenda 21. Et puis, le second article, l'interdiction de la vente au détail pour les jardins domestiques. Donc ça, c'est dans 2 mois, à partir du 1er janvier 2019, dans tous les jardiniers de France, enfin tous les particuliers de France, ne pourront plus utiliser les pesticides chimiques dans leur jardin. On était 10 écolos. On me dit, tu rêves un peu avec ton histoire de proposition de loi, ça marche pas comme ça ici. Pourquoi? Parce que le poids des lobbies, tout ça, le poids des lobbies, l'on me dit l'Europe, machin. Et je suis un besogneux. C'est le mot, besogneux. Oui, je comprends ce que vous voulez dire en tout cas. On peut même dire, je suis un teigneux aussi. À savoir, j'ai de telles convictions que je lâche pas quand je crois en quelque chose et que je sens le fait que... Justement, parce qu'on va parler un peu justement de... On va progressivement tomber dans les vraies questions d'environnement, mais un peu d'actualité déjà liée à ces sujets-là, parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment quand même. Et typiquement, Nicolas Hulot a démissionné ça fait quoi? Ça fait 1 mois, plus ou moins. Et quand il démissionne, beaucoup disent il a démissionné parce que le poids des lobbies est très important. Comment est-ce que vous le voyez, vous, ce poids des lobbies au sein du Sénat, et notamment quand vous avez travaillé sur ce projet-là? Comment vous le ressentez? Est-ce que c'est impossible de faire certaines choses? Comment vous voyez ça? Alors d'abord, c'est possible, puisque cette proposition de loi, finalement, on a pu trouver une majorité, malgré le rôle qu'ont voulu jouer les lobbies. Alors, par exemple, il y a une structure qui s'appelle l'UIPP, Union interprofessionnelle pour la protection des plantes. Donc, toutes les firmes sont là-dedans. Alors, c'est hyper organisé avec des gros moyens. Pour les pesticides, spécifiquement. Et avec sa petite sœur, l'UPJ, l'Union pour la protection des jardins. Alors j'ai vu comment tout ça fonctionnait, le rôle qu'ils jouaient sur les associations des maires et tout. Mais au final, lorsqu'on travaille, lorsqu'on finit par trouver une majorité sur des convictions, eh bien on finit par être plus fort que le lobbying. C'est une petite loi, c'est un petit exemple, mais qui pour moi était extrêmement révélateur. On vous a proposé d'être ministre de l'Environnement? Non, pas encore. Vous auriez accepté si jamais, là, la démission de Nicolas Hulot il y a 1 mois, on vous aurait appelé, on vous aurait dit, donc Édouard Philippe, ou je ne sais pas qui vous appelle, et vous dit, est-ce que vous voulez être ministre de l'Environnement? Vous auriez dit oui ou pas? Non, j'étais atterré du départ de Nicolas Hulot. Je savais, d'abord je le connais bien, certains l'avaient critiqué parce qu'il était rentré dans ce gouvernement. Moi je l'avais soutenu, et je me dis c'est courageux, il y était resté, c'est courageux. Mais il y a un moment, c'est plus possible. Ça collait plus. Et il s'en est expliqué d'ailleurs. Il a parlé des lobbies. Il a parlé du manque de mobilisation. Il a demandé pratiquement un appel à la mobilisation. Ce qui fait que pour moi, il y a un avant Nicolas Hulot, un avant le départ de Nicolas Hulot et un après. Si on veut se bouger,
c'est maintenant et il faut tirer les leçons de son départ. Alors pour le moment, il se repose et ça se comprend. Maintenant, j'espère qu'il pourra encore jouer un rôle à un autre niveau. Vous pensez qu'il n'était pas en mesure, mais du coup, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est n'importe quel écologiste qui croit en ses convictions ne pourra pas, au sein de ce gouvernement, changer les choses? Vous pensez que c'est ça? Parce que le président de la République n'est pas sur la même ligne que vous? Ouais, Nicolas Hulot était vraiment le mieux placé. Pour moi, le ministre de l'Environnement ou de la Transition écologique un soutien populaire, et solidaire. en plus. Ouais, et en plus, sa capacité à se projeter dans le long terme. Ouais. On n'arrête pas d'être trop dans le court terme, du lendemain et tout ça, et regarder plus loin. Et donc, pour moi, c'est un gros échec du gouvernement que le départ de Nicolas Hulot, mais il est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Il y a eu l'antagonisme avec... il est resté un an quand même, donc en plus c'est pas faute d'avoir essayé, il a tenu, il s'en est pris plein la figure à la fois. Il a tenu tant qu'il a pu, et il y a un moment, humainement ça se comprend. J'ai salué son départ aussi, j'ai dit que c'était aussi un acte courageux que de partir, parce qu'il aurait pu s'accommoder, et là il claque quand même la porte. Et François de Rugy à la place, qu'est-ce que vous en pensez? Vous le connaissez ou Oui, je le connais. On était ensemble à Europe Écologie Les Verts. Il était coprésident du groupe à l'Assemblée. Donc moi, j'étais au Sénat. On a eu. Mais il y a quand même forcément des liens, voilà. Donc c'est un écologiste. Mais comment dire? D'abord, la personne, je respecte. Mais par rapport à Nicolas Hulot, c'est tout autre chose. Alors. Il y a un journal qui a titré, en me faisant parler, mais à juste titre, avec François de Rugy, l'écologie rentre dans le rang. C'est le fond de ma pensée. Nicolas Hulot emmenait l'écologie beaucoup plus loin pour bousculer la politique gouvernementale. Ça n'a pas marché. Il va faire le job, François de Rugy, mais il ne va pas bousculer. Il n'y aura pas de grande... Maintenant, je ne l'ai pas encore rencontré depuis, je vais faire en sorte de pouvoir le rencontrer pour discuter avec lui de sujets particuliers et lui demander de l'engagement fort. Et donc là, on va voir, parce que après, il y a question de légitimité. C'est lui qui est ministre de l'Environnement. On va bosser avec lui. On va essayer de le faire bouger. Si ça ne marche pas, on va nous entendre, forcément. Justement, on va en parler et je rappelle pour ceux qui viennent de rejoindre ce live que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. Soit on les prend directement sur le chat, soit Perceval, qui est un modérateur du chat, les prend, les ajoute au doc que j'ai sous les yeux et comme ça je peux aussi les voir sous les yeux. Donc là je suis pas en train de regarder une série ou quelque chose sur ma tablette, je suis en train de lire vos questions. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent du coup, Joël Labbé, sénateur écologiste, on a parlé de votre parcours, on parle encore, il y a quelques questions d'actualité qui me semblent intéressantes et après on va rentrer vraiment dans le détail on sait bien qu'on ait le temps je pense d'évoquer tous ces sujets-là et c'est bien d'avoir votre parole, d'avoir aussi votre parole là-dessus. Donc justement sur l'actualité, il y a eu donc le remaniement il y a environ une semaine et il y a eu une nomination qui a fait parler d'elle en matière d'écologie. Vous voyez sûrement de qui je parlais, Emmanuelle Wargon au secrétariat d'État à l'écologie. Est-ce que c'est scandaleux? Scandaleux, moi j'irai pas jusque-là. C'est un très très mauvais signe. Je tiens à le dire. Je l'ai écouté sur ses propos sur l'île de Palme il y a moins d'un an, lorsqu'elle était dans son rôle de lobbyiste. Chez Danone, pour chez Danone. Je me dis, il y a trop de collusion entre tout ça. N'oublions pas que le Premier ministre a été lobbyiste chez Areva aussi. Ça fait un peu beaucoup. On sait que toutes ces grosses boîtes ont leur entrée à l'Élysée et l'oreille de l'Élysée. Mais avoir une secrétaire d'État, parce qu'elle, du coup, s'est justifiée. Elle a dit qu'elle était contre l'huile de palme, que ses propos ont été déformés, coupés. Oui, mais vous, elle a été effectivement lobbyiste pour Danone, c'est ça? Oui, puis ce qu'elle a dit sur l'huile de palme, on l'a entendu, elle ne peut pas dire que c'était faux, que c'était sorti du sujet. Elle l'a dit, voilà. Alors maintenant, là encore, elle est en place. On va voir ce que ça donne. On ne peut pas juger pour l'instant, c'est pas un bon signe. Pour moi, c'est pas un bon signe du tout, non. Il y en avait d'autres possibles. Est-ce que Emmanuel Macron est écolo? C'est une question qui est beaucoup revenue et que j'ai eue même la semaine dernière. Est-ce que Emmanuel Macron est écologiste? Non, je ne crois pas. Pas dans le fondement, non. C'est pas dans sa culture.
Nicolas Hulot lui a beaucoup apporté, mais s'il avait eu profondément cette conscience, Nicolas Hulot serait resté. Oui. Au niveau des arbitrages, il aurait penché en faveur de Nicolas Hulot. Ça n'a pas été. Il y a eu un certain nombre de choses, mais le premier mauvais signe, ça a été la loi, pas la loi, les États généraux de l'alimentation. Une idée de Nicolas Hulot. Et une idée absolument géniale pour mettre à plat agriculture, alimentation, qu'est-ce qu'on fait maintenant, où on en est et quelles sont les perspectives d'avenir. Tout de suite, ça lui a été enlevé pour être mis entre les mains de Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture. Ouais. Et avec là encore le rôle du gros syndicat agricole FNSEA, le rôle de l'agroalimentaire, le rôle de tout ce système qui a fait que ça... Alors, les ONG étaient là aussi, mais en termes de résultats, par rapport aux attentes, c'est extrêmement décevant. D'ailleurs, si vous vous souvenez, si tu te souviens, aux conclusions, Nicolas Hulot n'était pas là. Ouais. Il n'était pas du tout satisfait. Dans cette histoire des États généraux de l'alimentation, il s'est fait enfler, le Nicolas. C'est d'une façon bien claire. Et là, le président de la République, s'il avait voulu soutenir son ministre, il aurait dû le faire. Il ne l'a pas fait. Moi, je trouve ça très, très regrettable. Ouais. Après, ça donne une forme de logique à dire ils ont eu Nicolas Hulot, ça a été une belle prise de guerre. Alors, les prises de guerre, c'est pour s'en servir. Je trouve ça pas bien du tout. Ouais, je vois. Et sur, justement, parce que face au poids de ces lobbies, et on en a parlé, et on le voit que vous avez été confronté à ça. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais vous avez été confronté à ça. Il y a des mouvements, c'est Martin, Nathan, Pascal, c'est son pseudo. Il y a 3 prénoms en un pseudo, tous collés ensemble, qui parlent d'un mouvement été lancé par des youtubeurs notamment. C'est démarré par une vidéo qui a fait des millions de vues sur Facebook. Et donc c'est un mouvement citoyen de gens qui se disent c'est à nous de changer les choses, c'est à nous d'avoir un impact. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements-là et au-delà de ça, en fait, moi en préparant un peu l'émission cet après-midi, j'ai tombé sur ce chiffre, le fait que 100 entreprises sont responsables de plus de 70% des émissions mondiales de carbone. Quel rôle est-ce que nous on peut avoir quand on voit qu'au final, il suffit que ces centaines de boîtes changent leur comportement pour que l'impact soit beaucoup plus important? Comment on se place? Quel rôle est-ce qu'on doit jouer chacun là-dessus? C'est compliqué parce qu'on peut se dire, moi finalement, que je fasse ça ou non, tant que lui, le gros, va pas faire quelque chose, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a l'action des organisations citoyennes. Moi, je pense à des actions comme du boycott de masse, par exemple, sur des produits. Maintenant, je suis en politique et je défends la politique. Parce qu'il y a ceux qui disent, entre citoyens, on va se débrouiller parce qu'on ne peut plus faire confiance en nos politiques. Ouais. Des fois, il y a quelques raisons de se dire ça. Maintenant, la question de la reconnexion du monde politique avec les citoyennes et citoyens, pour moi, c'est absolument vital. On va s'en sortir, parce qu'on va s'en sortir grâce à ça. Pour moi, les citoyennes et citoyens sensibilisés, fédérés, donc il y a ce mouvement. Il y a le mouvement des coquelicots, j'ai été dans les 100 premiers signataires. Même chose, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est inacceptable, l'évolution est inacceptable. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il va y avoir ces rassemblements tous les vendredis, tous les premiers vendredis de chaque mois, si je me souviens bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Une des solutions que moi j'ai ressenties en tant que parlementaire minoritaire et sur certains sujets ultra minoritaires, eh bien, c'est pouvoir s'appuyer sur la mobilisation de l'opinion publique. On a un sujet où il y a un enjeu qui va être débattu à l'Assemblée, au Sénat. Si ce sujet est approprié par la population et que les gens sont à même d'aller interpeller on peut être des lobbyistes un peu nous-mêmes. Oui, en fait, jouer le contre-pouvoir citoyen. Du lobbying citoyen pour contrer le gros lobbying. Et en fait, celui-là, il va être plus fort. C'est comme ça que ça va gagner. Alors, il se trouve qu'avec la loi Labbé, je suis allé en Italie parce que puisque c'est appliqué en France, ce sera bien que ce soit appliqué ailleurs. Je suis allé en Italie, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Angleterre.
nos interlocuteurs, qui souvent sont ONG, représentants de la société civile, ils disent mais chez nous c'est la même chose, il faut qu'on se fédère. Et on s'est même dit, parce qu'il faut avoir des ambitions, on s'est même dit qu'il faudrait créer une citoyenneté européenne sur des sujets particuliers, comme ça, les pesticides. Si l'ensemble des populations européennes se fédéraient et dire nous on ne veut plus de ça. Alors, mais le fait de le déclarer avec les bannières, ça ne suffit pas. Après, c'est jouer sur nos représentants politiques pour dire alors moi j'ai voté pour toi sur ce sujet. Tu te les positionnes interpeller en fait, et via les réseaux sociaux, via n'importe où. Il y a aussi le côté, parce que parfois il y a des mouvements de violence et qui portent de la haine. Alors moi je suis très convaincu, mais je suis un pacifiste. Et plus que jamais, je fais gaffe aux paroles qui peuvent porter de la haine ou risquer la violence. Mais la question de l'interpellation, ça c'est une nécessité. Et interpeller poliment et gentiment. On a voté pour vous, on vous fait confiance sur ce sujet. Quelle est votre position ? Et l'élu, évidemment, il a le droit d'avoir la position qu'il veut. Sauf qu'il doit l'argumenter et il doit ensuite assumer son vote. Alors, il y a trop souvent le rôle des lobbies, par exemple, sur le gouvernement, sur le ministère de l'Agriculture, on sait l'influence des lobbies sur le ministère, mais aussi sur les grands partis politiques. On sait comment ils fonctionnent. Et c'est pour ça que des fois, même très souvent, il y a des mots d'ordre. À savoir les élus qui souvent ont été élus parce que leur parti politique a décidé que ce serait eux qui seraient candidats, se retrouvent un petit peu coincés. Parce que c'est redoutable. Il y a quelques exemples. Facile comme, celui qui marche de côté, il se fait casser pour la prochaine élection. Bon, ça, c'est en train de se vriller. Et c'est tant mieux. Et moi, ce que je revendique, c'est la capacité des parlementaires à voter en leur âme et conscience. En toute indépendance et sans avoir ce... Et est-ce que c'est plus le cas d'ailleurs, petite question rapide et après j'ai d'autres questions sur l'environnement, mais vous sentez, est-ce que vous avez l'impression, alors vous avez quitté Europe Écologie Les Verts, donc la question ne se pose peut-être pas pour vous, mais quand vous voyez vos collègues, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins cette pression des partis au Sénat par rapport à l'Assemblée ? Parce qu'on serait peut-être moins dans l'actualité, moins dans tout ça ? Je sais pas. Oui, c'est moins prégnant. Bon, d'abord, Europe Écologie Les Verts, là, il n'y avait pas... Enfin, alors, c'est compliqué, Europe Écologie Les Verts. Pour moi, je reste dans la famille écologiste et je reste proche d'Europe Écologie Les Verts. Bon, moi, les appareils politiques, finalement, c'est pas pour aller ailleurs, parce qu'il n'y en a aucun qui me convienne, parce que ma nature fait que je suis un mec un peu freelance. Un start-upper en freelance, un start-upper au Sénat. Mais il y a besoin des partis politiques, il y a besoin des organisations. Moi, je me dis maintenant, pour ce qui me reste de temps, je vais être en indépendant, très écolo motivé, revendiqué, et essayer de jouer mon petit rôle de cette manière-là. Alors au Sénat, si les partis politiques jouent encore un rôle, j'imagine. Donc avec un autre paysage qu'à l'Assemblée, parce que ce sont les Républicains qui sont très majoritaires au Sénat. La République En Marche est très minoritaire puisqu'ils sont un peu plus de 20, un peu comme nous, le groupe RDSE auquel je suis rattaché. Voilà. Alors, il y a plein de questions là. Vous voyez, là, donc Perceval, c'est un modérateur du chat qui a pris toutes les questions qui ont été posées sur le chat sur les dernières minutes. Donc, elles sont sur ma petite tablette. Et donc, on va pouvoir les poser. Je vais voir un peu dans l'ordre ce qui est le plus cohérent par rapport à ce dont on vient de discuter. On a parlé de Macron, du lien, est-ce qu'il est écolo ou pas, justement. Que pensez-vous de la décroissance ? Est-ce qu'il faut souhaiter la décroissance ? Alors, la décroissance, pour plein de gens, c'est un gros mot. Et pourtant, la décroissance, on va devoir l'appliquer. Sur la question de l'utilisation des biens de consommation, alors on peut parler d'une autre forme de croissance. Mais décroissance, cette société de consommation, la décroissance est une nécessité. Donc capitalisme, est-ce que capitalisme et écologie peuvent aller ensemble ? Ces deux grands mots qui sont parfois durs, mais fondamentalement, vous avez l'impression que ça peut aller ensemble ou du coup c'est incompatible Alors, la question du libéralisme, de l'ultralibéralisme, c'est complètement incompatible. Alors, la question du capitalisme qui est en place, on a essayé d'autres systèmes qui n'ont pas véritablement fonctionné. Par contre, le capitalisme, s'il est régulé, s'il est ponctionné pour alimenter des ressources pour des politiques publiques.
Moi, je défends plus que jamais la mise en place de politiques publiques. Alors, on est à l'inverse, parce qu'en France, mais sur l'ensemble de l'Europe, puis d'ailleurs l'Union européenne, le libéralisme comme un étendard. Ça, c'est catastrophique pour l'écologie. Ouais. Donc, tout ça, alors, c'est une montagne à faire bouger, mais il faudra bien qu'on y arrive. Et là encore, la question de la mobilisation citoyenne est essentielle. Ouais. Oui, sans les citoyens, ce ne sera pas possible d'avoir un réel impact et de changer réellement. Je reprends une question. D'ailleurs, je n'ai pas cité l'auteur de cette question, je suis désolé. Je ne la trouve plus. En plus, ah si, merci Kand94 pour ta question, toi qui es sur le chat. Je ne les connais pas, hein, mais il pose des questions et je les fais remonter. Plein de questions sur l'environnement. Je regarde laquelle prendre en premier. Tenez, celle-ci, question toute simple. Dans votre pratique, on parlait de la pratique de chacun tous les jours. Sblorf qui demande si vous êtes végétarien. Ma réponse, d'une façon claire, c'est non. Ouais. Dans ma culture, je mange de la viande. Par contre, beaucoup moins. Ouais. Et je prends. Bon, d'abord, j'ai 5 enfants, j'en ai 3 qui sont végétariens. Donc, il m'arrive de goûter, et avec plaisir, des plats végétariens aussi. Mais, alors. Je ne me vois pas arrêter de manger la viande. Par contre, diminuer drastiquement. Certains types de viande, peut-être. Et certains types de viande, de la viande alors de qualité, entre guillemets, parce que le bien-être animal a été respecté parce que tout ça. Par contre, pour le même prix, pour que l'éleveur soit rémunéré à la hauteur de son travail. Ok, super. Par contre, j'ai voté, alors j'avais proposé l'amendement et je l'avais défendu, et il est passé à l'Assemblée, l'histoire du plat végétarien, enfin du repas végétarien, une fois par semaine en restauration collective. Ouais. Ça, je le défends pour faire en sorte qu'il y ait cette sensibilisation-là et que à terme et à court terme, il va falloir qu'on diminue collectivement énormément notre consommation de viande. Donc ça, c'est des bons signes de plats végétariens. Il paraît qu'il va peut-être être remis en question par le Conseil constitutionnel. J'espère pas du tout, parce que ça, c'est une véritable avancée. Bon, bah, on suivra ça, effectivement. On parlait du fait que vous avez voyagé en Italie, etc., pour promouvoir un peu vos mesures. On a vu qu'aujourd'hui, dans l'actualité, là ça vient de tomber, le Parlement européen examine un texte qui prévoit l'interdiction de produits jetables en plastique. Donc il parle de paille, de coton-tige, de couverts, de tiges pour ballons, de plein de choses. Et c'est parce que ça représente, tous ces déchets-là, représentent 70% des déchets qu'on retrouve en mer. Peut-être si vous avez une réaction là-dessus, au-delà de ça, est-ce que ça vous intéresserait d'être député européen? Est-ce que c'est là que ça se passe, tout simplement, pour le combat sur l'écologie? Alors, il y a des choses importantes qui s'y passent. Je ne rêve pas d'être député européen. Oui, c'est pas un rêve. Non. Je reviens au Sénat, je suis sénateur et je suis très, alors on va dire bien, dans ma fonction. À savoir, y compris du Sénat, on peut faire bouger des choses. Par contre, l'échelle européenne est essentielle. Et effectivement, il y a des tas de choses qui doivent se passer là-bas, d'où l'importance des élections européennes prochaines, de s'intéresser. Encore faut-il que les mouvements poussent les citoyennes et citoyens à s'y intéresser, parce que beaucoup de choses vont se jouer là-bas. Il faut que l'on construise véritablement une Europe politique au sens noble du terme. Mon sujet, lorsque je vais parler en Allemagne ou en Italie, la question de créer une citoyenneté européenne, ça me parle beaucoup, et je sais qu'il y a beaucoup à en attendre, et qu'il y a de l'avenir derrière. Et peut-être que typiquement le fait que les citoyens, il y ait une abstention aussi forte sur les élections européennes, etc., fait que du coup les lobbies ont peut-être une place et qu'ils arrivent à prendre qui est plus importante parce que c'est moins visible, parce que les gens s'y intéressent moins et du coup prennent peut-être un ascendant là-dessus. D'un point de vue politique, puisqu'on parle des élections européennes, donc c'est l'an prochain, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu des petits mouvements en ce moment sur les listes, sur tout ça, et j'ai vu qu'Emmanuel Morel, qui est un ancien du Parti socialiste, et Jean-Luc Mélenchon, bon, en général les gens connaissent, vont potentiellement se finir pour présenter une liste commune. Il faut un rassemblement de la gauche aux élections européennes? Alors, dans l'idéal, il le faudrait, oui. Maintenant, pour le moment, je ne le vois pas venir. Moi, ce que je pense, c'est que la famille écologiste de l'écologie politique doit être représentée. D'ailleurs, on l'a vu sur les élections dans les autres pays européens. Si les nationalistes croissent,
en contrebalance, les écologistes recroissent aussi. Pour moi, ça devient intéressant. Et la liste écologiste, alors, soit en alliance avec quelqu'un d'autre ou un autre mouvement, ce qui pourrait être souhaitable pour donner plus de poids. En tout cas, moi, je militerais pour l'écologie politique et qu'elle soit, au niveau français, bien représentée au niveau de l'Europe. Comment vous expliquez que... Alors, peut-être que j'ai une bêtise, mais vous allez me corriger, je sais pas si c'est le cas. J'ai l'impression qu'à chaque élection européenne, très souvent depuis longtemps, les écologistes font un très bon score. Comment on l'explique que les écologistes, sur cette élection particulièrement, en général, s'en sortent assez bien? Parce que peut-être que vous n'avez pas la réponse non plus, mais je trouve ça étonnant que sur les élections européennes, d'un coup, ça... Tout à fait. C'est d'ailleurs l'élection où les écologistes sont les plus en avant. Ouais. Alors il y a le côté. Alors c'est l'Europe, cette notion même dans l'inconscient que les écologistes quelque part ils ont raison. Ouais. Sur le national et sur le local. Alors sur le local de plus en plus aussi ils sont reconnus par leur travail. En général les écolos sont des gens qui travaillent leur dossier pour faire bouger les choses. Ouais. Alors ils sont reconnus. Alors par contre aux élections présidentielles c'est toujours la grosse catastrophe. C'est assez terrible. Ouais. En tout cas, donc, il y a les élections européennes. Ça, c'est un enjeu majeur. Il faut qu'il y ait véritablement du débat. Et pour moi, c'est pas le débat pour ou contre Macron. C'est pas le sujet, l'Europe. Ce sujet, il est européen. Et quelle Europe on veut et quelle nation dans cette... C'est pas un référendum anti-Macron comme certains ont pu le dire, c'est au-delà de ça, une élection en tant que telle. Ouais. Oui. Effectivement. Une question de Dr House KDOT35 qui demande, alors je lis le message tel quel, après vous allez me dire ce que vous en pensez. La triste réalité, c'est que jamais un chef de gouvernement ne sera élu car il aura respecté le pourcent d'émissions de CO2 sur ses 5 ans, mais sur le... Je refais la phrase pour que ce soit bien clair. La triste réalité, c'est que jamais un chef de gouvernement ne sera élu car il aura respecté le pourcentage d'émissions de CO2 sur ses 5 ans. Mais par contre, sur le taux de croissance, le taux de chômage et le pouvoir d'achat, là, il sera jugé, il sera potentiellement réélu. Comment croire que l'utopie écologiste puisse survivre dans ce contexte? Le fait que tout le monde sait que c'est important, mais qu'au final, ce n'est pas la première priorité pour quelqu'un qui est au chômage, qui cherche un emploi, pour chacun dans sa situation. Comment on fait pour que ça devienne la première des priorités? Est-ce que ça doit l'être? Parce qu'il faut globaliser, sortir l'écologie du seul environnement. L'écologie, c'est social. L'écologie, c'est une nouvelle économie. Et une économie aussi créatrice d'emplois. Il y a des chiffres maintenant en énergie, par exemple, parce qu'il va bien falloir, parce que je voyais une question tout à l'heure, est-ce qu'il est préférable le nucléaire ou bien le charbon allemand? C'est ni l'un ni l'autre. C'est suicidaire l'un et l'autre. Par contre, ce sont les énergies renouvelables, ce sont les économies d'énergie. Quand on parle de décroissance, eh bien la décroissance de consommation d'énergie, elle est une nécessité. Et à côté de ça, il y a le développement des énergies alternatives, des énergies propres, le travail aussi, la recherche sur l'hydrogène, par exemple, c'est extraordinaire le potentiel. La question du stockage de l'énergie, tout ça, il faut mettre le paquet là-dessus. Et là-dessus, il y a de véritables emplois. Et il y a du véritable avenir parce que l'avenir, il est là. Donc ça passe par dire l'écologie, c'est pas juste une priorité parmi d'autres, c'est de l'emploi, c'est, pour résumer un peu ce que vous dites, l'écologie, c'est un projet politique. Ok, c'est intéressant. Et d'ailleurs, peut-être que du coup, les sondages feraient mieux de le mettre autrement, parce qu'aujourd'hui, dans un sondage, les gens disent c'est quoi votre priorité? Il y a emploi, truc et écologie. Et du coup, peut-être qu'ils ne le mettent pas en premier. Une autre question de Jésus du ciel. Les pseudos, c'est toujours assez drôle. Quel est le geste quotidien le plus écolo à faire, selon vous? Une chose qu'on pourrait faire, qui pourrait avoir un grand impact et qu'on pourrait faire tous les jours. Vous avez une idée de... Le geste. Le geste, peut-être un geste parmi d'autres. Hein. Pas sûr qu'on trouve la plus importante, mais ce serait quoi pour vous? Alors, s'il fallait un joker, c'est là, parce que là, il me coince. Parce que quand on quitte la pièce, on ferme la lumière, mais ça, c'est un peu complètement basique. Peut-être que c'est une combinaison. Ça serait bien qu'ils réagissent. Qu'ils précisent. C'est vrai, mais totalement. Parce que là, je suis un peu sec pour y répondre. Et surtout que je pense que c'est difficile d'évaluer exactement
Peut-être qu'il y a des études qui ont été faites. Mais vous allez dire dans le chat, vous êtes plus nombreux, vous devez être pas mal sur le chat. Essayez de voir quel est le geste du coup le plus écolo. Et on va essayer de trouver ça. Et si on l'applique tous déjà entre nous ce soir, ce sera une bonne chose de faite. Alors, dans les autres questions, je regarde. Il y a eu des questions sur Nicolas Hulot, mais on a quand même pas mal parlé. J'essaie de prendre un maximum de questions. Il nous reste 20 minutes. Pour ceux qui viennent de rejoindre ce live, bienvenue. Prenez place. Vous êtes comme chez vous. Je suis avec Joël Labbé, qui est sénateur sénateur écologiste. Mais on parle d'environnement depuis le début, donc je pense que ça commence à être assez clair. Et pendant là encore une vingtaine de minutes, on va prendre toutes vos questions et répondre à un maximum d'entre elles. Donc voilà, je regarde un peu tout ça. Je lis ce qui est le plus intéressant. Il y a beaucoup de questions sur le poids des lobbies, mais là aussi en fait on en a pas mal parlé. Je lis une question de Maïssa sur Twitter, donc je ne sais pas si vous m'avez dans le chat maintenant. Ce matin, le scandale, c'est Lactalis, 8000 tonnes de poudre de lait frelaté écoulées pendant que vous lui faisiez une commission, un sentiment de trahison. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Je pose la question telle qu'elle est. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce scandale sur Lactalis ? Ouais, j'étais présent aux diverses auditions au Sénat. L'histoire de Lactalis, ça c'est symptomatique de ce business. De grandes entreprises. De grandes entreprises. Et alors, si on parle, le lait et tout le reste, moi, plus que jamais, là en tant qu'écolo, et dans le projet global écolo, la relocalisation de l'alimentation. Fini ces immenses unités qui vont aller exporter partout et importer en même temps. On faire des circuits courts. Oui, mais des circuits courts organisés, pas le circuit court, on va dire, avec les petites fleurs. C'est pas ça, c'est organiser sur les territoires des filières courtes. Mais ça veut dire aussi des usines de lait, bien sûr. Mais pas des mégas et des usines ou des sociétés artisanales pour organiser sur le territoire. Et pas d'une façon petite et fermée, mais là, tel qu'on est avec Lactalis et toutes ces grosses boîtes. Alors, on en voit le résultat. Maintenant, quand quelque chose se passe, alors il y a des symboles. Les gens, quand ils achètent, ou les gros traders, là, ils n'achètent plus de la viande, ils n'achètent plus du lait, ils achètent du minerai de viande ou du minerai de lait. Ça dit bien tout ce que ça veut dire, ça n'a plus de sens. Et il est temps d'en sortir de ça. Ok. Une question qui devait venir forcément, parce qu'on parle d'environnement, sur le nucléaire. Alors une question un peu provocatrice dans le ton, qui dit, je cite là aussi mot pour mot, de Kalawan, qui dit « Votre position sur le nucléaire vaut-il mieux que les usines au charbon, comme en Allemagne par exemple ?» On explique peut-être pour que tout le monde soit d'accord, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. L'Allemagne est accusée d'avoir voulu fermer ses centrales nucléaires trop vite et donc a ouvert ou a rouvert des centrales de charbon qui polluent au moins autant, si ce n'est plus, que les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, il faut les fermer en France ? Alors, il faut qu'il y ait un programme de fermeture. Donc, elles existent. Et on n'a pas l'alternative, parce que certains disent qu'il faudrait les arrêter tout de suite. Seulement là, ça fait un blanc. Entre les deux, on n'a pas de production. Donc, alors par contre, coupler le développement des énergies alternatives avec la fermeture programmée des centrales nucléaires. Avec une date proposée, parce que Hollande s'était engagé à une date, après Emmanuel Macron a dit que ce ne serait pas possible. Et Hulot, d'ailleurs, il s'en est pris plein la figure en disant le calendrier, on ne va pas pouvoir le respecter, il va falloir le revoir. C'était une position, à mon sens, très responsable de sa part. On avait annoncé qu'on devait développer les énergies alternatives 2 ans avant, dans le cadre de la loi transition énergétique. Quasiment rien n'avait été fait et Nicolas Hulot, il découvre ça. Voilà, autant dire, moi là-dessus je veux être absolument pragmatique, le nucléaire n'a pas d'avenir, à mon sens. Les centrales qui existent et qui fonctionnent encore, on les garde, mais on programme leur fermeture dans le temps, en même temps que les économies d'énergie, parce qu'on n'en parle pas assez. Et puis le développement des énergies alternatives se mettent en place. Et ceux qui disent, après avant de passer à un autre sujet, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, ceux qui disent oui mais on n'est pas au Japon, nous nos centrales nucléaires, il n'y a pas de risque de raz-de-marée, de tsunami, etc. Qu'est-ce que vous dites? C'est quelque chose qui revient souvent quand même parmi les pros nucléaires. Oui, bien sûr, le tsunami non, mais il peut y avoir des secousses sismiques sur certaines, mais il peut y avoir des attentats suicides aussi.
il peut y avoir un tas de choses. On ne sait pas quels seront les régimes futurs, les risques terroristes. Et de toute façon, ça n'a jamais été une énergie d'avenir. À mon sens, on s'est trop mis là-dedans, la France. Et comme quelque chose de pratiquement unique et complètement salutaire. On en paye le prix aussi, parce que quand on parle économie, on dit non, mais ça vaut le coup quand même économiquement. Mais quand on regarde les chiffres, en fait, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Et on ne parle pas du démantèlement des centrales nucléaires, le coût que ça va représenter. Donc tout ça est à mettre dans la balance, donc pas d'avenir dans le nucléaire, non. Est-ce que vous avez entendu parler du projet de Montagne d'Or en Guyane? Oui. C'est un projet, parce que beaucoup de youtubeurs, c'est une question qui est beaucoup revenue, vous l'avez peut-être aperçu dans le chat depuis le début. Je ne trouve plus les pseudos de ceux qui ont posé la question, mais il y en a eu beaucoup. Parce qu'en fait, certains youtubeurs se sont mobilisés sur cette question, ils en ont parlé à leur communauté, parce que certains viennent de Guyane, etc. Est-ce que vous êtes pour ce projet de Montagne d'Or en Guyane? On rappelle en 2 mots, c'est un projet d'exploitation minière. Je suis fermement contre. Et on ose, nous, de la métropole, aller vendre cela à la Guyane comme quelque chose qui va apporter de la richesse à la Guyane. C'est abominable de le dire. On doit soutenir la Guyane comme nos autres territoires ultramarins, mais surtout pas. La Montagne d'Or, on serait foutu d'aller la mettre en place en France métropolitaine. Là-bas, elle n'a pas lieu d'exister non plus. Je trouve que c'est même scandaleux que de poursuivre ce type de projet. D'accord, c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus et elle est beaucoup revenue. C'est là qu'on voit, on parlait de mouvement citoyen, que typiquement l'implication de youtubeurs a fait que c'est une question qui est énormément revenue. Il me reste 5-10 minutes, je vais essayer de poser un maximum de questions. Alors, l'Auvergnat-Trolloux, encore un nom, vraiment là c'est assez drôle. L'Auvergnat-Trolloux qui demande, on fait quoi des déchets nucléaires? Parce qu'on parlait du nucléaire à l'instant. On fait quoi des déchets nucléaires aujourd'hui? Ouais. Eh bien, on se doit de les gérer. Ouais. Et il faut bien trouver des solutions. Et que c'est terrible comme question. On aurait dû se la poser bien avant. C'est-à-dire quand on... voilà. C'est vrai. Je prends les autres questions. Il n'y a pas que des questions sur l'écologie derrière. On sait qu'on a beaucoup parlé de ça. Une question intéressante de Nibal qui demande quelle place ont pris les réseaux sociaux dans votre pratique d'élu? Que ce soit Twitter, j'ai vu que vous étiez quand même pas mal actif sur Twitter. À quoi ça vous sert aujourd'hui, Twitter? Ou pas que Twitter d'ailleurs? Ouais. Alors, on dit c'est pas écolo, mais si aussi c'est écolo, parce que pour être écolo, il faut communiquer. C'est vrai. Donc, il faut diffuser les idées. Moi, de ma culture, je suis plutôt rustique, on va dire. Par contre, je me suis mis à Facebook, à reculons. Et alors maintenant, chaque semaine, sur ma page Facebook, il y a le rendu de il faudra qu'on pense prendre une photo d'ailleurs. Il y a le rendu de ma semaine de tout ce que j'ai fait d'une façon très subjective, de telle sorte que nos concitoyens puissent dire ça vous aide à avoir un lien, vous recevez des messages, tout à fait. Et Twitter, je m'y suis mis depuis 1 an maintenant. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe pas. Il faut faire gaffe avec Twitter parce que c'est l'immédiateté. Et l'immédiateté, ça peut être intéressant. Mais il faut faire gaffe de ne pas être malade de ça. Il faut faire gaffe à ce qu'on y met parce qu'on a pu ne pas tout analyser lorsqu'on écrit. Alors j'essaie de faire gaffe, mais maintenant ça permet quand même. Ça existe dans le paysage et moi je trouve important de l'utiliser. Ces nouveaux moyens, mais puisqu'on est là devant aussi un nouveau moyen, un nouveau média. Oui, sur Twitch, vous ne connaissiez pas Twitch avant, j'imagine. Non. C'est une plateforme de jeux vidéo de base, mais qui fait plein de choses, vous voyez. Ouais. C'est l'occasion. Moi, je trouve ça vraiment intéressant et le fait qu'il s'adresse à du plus jeune public. Pour qui la politique ne parle pas vraiment, parce que le monde politique semble tellement à part. Et le fait de pouvoir être là et de discuter en direct, moi, ça me plaît bien parce que pour moi, c'est nécessaire. Et l'ensemble des médias, alors moi je compte beaucoup sur les médias, les mobilisations citoyennes. Pour qu'il y ait mobilisation, il faut que les gens qu'ils puissent avoir une information objective, les tenants, les aboutissants, de telle sorte qu'ils puissent avoir leur propre opinion et influencer le monde politique. Ça, j'y crois beaucoup.
Je vous donne un exemple avant de Bah oui, partir, totalement. parce que je travaille sur l'herboristerie, Ouais. avec pour but, au final, la reconnaissance du métier d'herboriste. Donc là encore, c'est une utopie, tu n'y arriveras jamais, parce que les lobbies, parce que ceci... Comme pour les pesticides à l'époque. Je suis convaincu. D'abord, on va travailler d'une façon très, très pragmatique, on va travailler le sujet. C'est déjà parti parce qu'on a un rapport de mission qui a été voté à l'unanimité. Eh bien, la proposition de loi que l'on va travailler, moi, je souhaite, et je vais me débrouiller pour ça, que ça soit un débat, pas un débat uniquement entre politiques, mais que ça soit un débat public national. Et là, les médias auront un rôle à jouer. Et là, les citoyennes et citoyens qui veulent se mobiliser sur un sujet comme ça, ils pourront le faire et aller interpeller. Et je le dis toujours avec politesse et avec respect, interpeller les politiques pour dire, toi, là, comment tu te positionnes et pourquoi? Ok. Moi, j'avais une question qui me semble intéressante à poser. Vous êtes sénateur depuis 2011, mais avant, vous avez été conseiller municipal. Enfin, on en a parlé. Quelle est la mesure dont vous êtes le plus fier? Que vous avez portée ou que vous avez votée d'ailleurs? Pas forcément celle que vous avez portée vous-même, mais auquel vous avez participé dans le vote. Je crois. Alors, elle est à venir. Ouais. Je me suis saisi, parce que j'ai été interpellé là-dessus, sur la question de l'herboristerie et les plantes médicinales et tout ce qu'il y a derrière. Là, c'est un véritable projet global avec de l'économie, avec l'aménagement du territoire, avec la santé. Donc, je vais parler au futur antérieur. Quand j'aurai réussi ça, j'en serai très très fier. Alors, petite fierté de cette voie Labbé, puisqu'elle existe, et non pas pour le plaisir d'avoir mon nom sur un truc, mais parce qu'elle existe et on essaie encore de la faire vivre et de la faire gagner l'Europe. Ouais. Moi, j'aime bien les challenges. Par contre, je suis très modeste parce qu'on a fait peu de choses par rapport à l'immensité de ce qu'il y a à faire. Il reste beaucoup. Mais le tout s'est d'enclencher. Et moi, avant de partir, moi qui suis maintenant un vieux monsieur, avant de partir, parce qu'il me reste encore de l'énergie, je croise les doigts, je vais tout faire, tout mettre, tant que je serai politique. Mais même après que je serai plus politique, on le sait chez moi, je ne pourrai jamais être à la retraite. Je vais continuer à faire tout ce que je peux pour secouer le cocotier et faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens. Alors justement, j'aurais dû commencer dans le sens inverse, mais c'est pas grave. Là, on a vu celle dont vous êtes ou dont vous allez être le plus fier. À l'inverse, celle où vous avez peut-être un regret, soit parce que vous l'avez voté et vous n'auriez pas dû avec le recul, soit parce que vous auriez voulu le voter. Quelle est la loi ou la mesure que vous regrettez le plus, soit parce que vous ne l'avez pas voté, soit parce que vous l'avez voté et vous avez regretté de l'avoir voté? Est-ce que vous en avez un qui, au Sénat ou autre part, hein, c'est pas... Depuis 2011. Non, il n'y a pas de gros regrets. Je sais pas, hein, ça se trouve, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'obligation à regretter. Le regret par rapport à mes convictions, c'est de ne pas être assez costaud pour faire plus bouger. Tellement, plus ça va, plus je suis conscient du fait qu'il faut véritablement que ça s'accélère et qu'on fasse bouger les choses. Et moi, les regrets, c'est de ne pas être assez costaud, je ne sais pas trop comment, pour faire bouger tout ça. Vous faites quand même déjà pas mal bouger les choses en matière d'environnement. Je regarde un peu, Chama, il reste, on a le temps peut-être pour une ou deux dernières questions. Je regarde ce qui est le plus pertinent, est-ce qu'on peut arriver à caler là-dessus. Mais c'est intéressant d'avoir votre retour sur l'environnement et au-delà de ça, du coup, sur comment, en tant que sénateur, vous essayez d'avoir un impact, comment ça se passe la vie au Sénat de cette façon-là. Et du coup, je regarde un peu, qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Alors, il y avait des questions, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Mais ça n'a rien à voir avec l'écologie. Vous jouez aux jeux vidéo ou pas? Non, pas du tout. Peut-être vos petits-enfants. Mes petits-enfants, ils jouent, ouais. Bon, peut-être qu'ils connaissent du coup, peut-être qu'ils connaissent Twitch, effectivement. Est-ce qu'on va prendre une dernière petite question? Il y a des questions sur l'énergie, sur l'environnement. On a déjà beaucoup parlé de Nicolas Hulot. Je regarde ce qui serait la plus intéressante. Est-ce qu'on revient là-dessus? Si, peut-être, justement. Vous avez passé 19 ans à la mairie de Saint-Nolff. Et qu'est-ce qui vous a fait dire « j'aimerais devenir sénateur » On en a parlé un petit peu au début, mais est-ce que du coup c'est ce candidat que vous avez vu et que vous avez dit « ok, moi aussi j'ai envie de prendre ma part au combat » mais
y a avoir cette conscience, envie de s'engager, et après, franchir le pas et s'engager. C'est pas toujours évident. Surtout pour être sénateur. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé? Alors, je ne suis pas programmé, seulement je chemine. Ouais. Et au fil du... Donc j'étais maire. Alors, le rôle de maire, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Le contact direct avec la population, la vie, la mort, le plaisir des gens, leurs soucis, tout ça. On est dans le direct live de la vie des gens. J'ai adoré être maire. J'ai adoré être maire aussi pour expérimenter avec l'agenda 21, le zéro phyto dès 2006, une écocité dès 2007, des risques aussi, et en communiquant sur pourquoi on fait ça. Et finalement, j'étais quand même réélu, même si on disait attends, c'est suicidaire d'aller faire ça. Et en communiquant, finalement, j'étais réélu. Et après 2008-2009, Danny Cohn-Bendit a cette idée géniale de dire les Verts, il faut ouvrir et créer Europe Écologie Les Verts. Et là, je me dis, ça devient intéressant. Je vais mettre les pieds là-dedans. Donc, je m'y mets, j'ai la conscience en tant que maire qu'il y a des choses à faire. On est coincé, il faut faire évoluer le contexte législatif. Eh bien, je vais prendre le risque d'être candidat. En tant qu'Europe Écologie Les Verts. Donc j'ai été candidat et j'ai été élu en 2011. Ça a été une surprise pour tout le monde. Pas pour moi, parce que enfin, si, un peu, mais comme j'y allais, je me dis ça pourrait peut-être marcher. Ok. Voilà. Une dernière question avant qu'on finisse. Je vois que c'est une question qui vient de Jean Massier, qui nous a accueillis tout à l'heure et qui a de regarder le live depuis tout à l'heure en coulisses derrière, qui se pose une question sur vos bagues, parce que vous avez beaucoup de bagues autour des doigts. Qu'est-ce qu'elles représentent? Je ne sais pas si on les voit à l'écran d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'elles représentent? Tout simplement, j'ai commencé à en porter depuis longtemps. Ouais. Quelque part, on me dit pourquoi tu les gardes? Parce que ça fait partie de moi. Ce sont des marques de ma vie, ce sont des cadeaux qui ont du sens. Que j'aime bien ce type de bijoux et ça fait partie de qui je suis, tout comme la boucle d'oreille fait. Tu gardes ta boucle d'oreille alors que tu es sénateur, et alors ça fait partie de moi et je m'en pavane pas non plus, ni de mes bagues, c'est moi. Vous êtes, et les sénateurs aujourd'hui ne se posent plus de questions et vous voient que vous travaillez derrière comme n'importe quel sénateur et qu'il n'y a pas de, différence. Je vous l'ai dit, je crois que je suis respecté au Sénat. Alors j'essaie de faire mon boulot tel que je suis, avec ma gueule et avec ma manière d'être et de penser. Bah écoutez, merci énormément pour cette heure. On a passé 1 heure à parler de plein de sujets sur l'environnement. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment, ça a été très tranquille. Super. Et j'apprécie beaucoup ça. Bah écoutez, mais on apprécie aussi et je pense que les gens qui ont suivi le live ont apprécié aussi. Vraiment, merci énormément pour cette heure qu'on a passée ensemble. C'était très très intéressant. On a pu évoquer plein de sujets qui concernent directement les jeunes. Prochain live sur Acropolis, c'est Party Time à 14h30 demain. Donc on vous donne rendez-vous demain sur Acropolis pour suivre tout ça. Ce sera avec Adrien. Donc c'est une émission, pour ceux qui ne connaissent pas, sur l'actualité des partis politiques, avec comme invité Gilles Leproust, le maire PCF d'Allonnes, dans la Sarthe. Donc ils vont parler, moi j'y serai pas, mais ils vont parler de tout ça. Je tiens à remercier du coup toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Vous avez pu en apercevoir vous en arrivant aujourd'hui, les équipes de Public Sénat, les équipes d'O-Gaming qui produisent, qui sont en coulisses là-bas. Évidemment Acropolis qui diffuse, qui est derrière l'équipe. Il y a Jean qui a posé la question à l'instant et qui travaille énormément là-dessus. Merci aux modérateurs qui ont fait remonter les questions. Donc Perceval notamment qui travaille beaucoup, qui m'aide à préparer cette émission et qui fait un travail formidable. Merci à lui, vraiment du fond du cœur. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Pensez à liker, à partager le live si jamais ça vous a plu. Le replay est disponible sur YouTube. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle question au sénateur. Cette fois-ci, pour ma part, un seul mot. Bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites, parce qu'on a véritablement besoin de ce type de relais et qui porte la parole libre, quelle qu'elle soit, des politiques. Et la semaine prochaine sera Fabien Gay, qui fait partie du groupe communiste CRCE, et que vous connaissez, j'imagine, qui sera présent ici pour répondre aux questions du public et de Jean Massier. Encore merci pour tout, merci pour votre temps, c'était très très intéressant et puis on se dit à très vite. Merci.